bien. Bon, alors, bonjour à nous, tous nos fidèles lecteurs, abonnés, partenaires qui sont là avec nous ce soir. Alors, il y en a certains qui sont copropriétaires, d'autres qui sont professionnels de l'immobilier. Tout le monde a sa place pour cette thématique qui est le choix des entreprises. Et le sujet des travaux en copropriété, surtout en ce moment avec la rénovation énergétique, on va en reparler avec Corinne Blanc, est un enjeu essentiel pour les copropriétés. Donc, bien sûr, il faut entretenir ces parties communes. Bon, l'entretien n'est pas toujours suffisant. Parfois, il faut aussi apporter des améliorations. Et quoi qu'on fasse, pour tout type de travaux, on fait appel, bien sûr, à des entreprises qualifiées, formées, qui interviennent régulièrement et qui ont des références dans les immeubles du bâti ancien en copropriété. Alors, donc ce soir, nous avons trois intervenants qui connaissent vraiment avec précision la question dont on va parler ce soir. Donc, alors, c'est pas forcément, donc peut-être, voilà, bon, je ne sais pas comment vous voyez ça, comment vous voyez les slides, mais bon, je vais faire ça dans l'ordre. Donc, nous avons Benjamin Dahan, qui est architecte de copropriété, qui est également membre de la Compagnie des architectes de copropriété. Nous avons Corinne Blanc, qui est la directrice de la société Alto, qui accompagne les copropriétés justement dans les travaux de rénovation énergétique. Et nous avons Aurélien Ollinger, que vous connaissez aussi. Donc, que ça soit la société Alto ou la société Le Rénov Grand Compte, et également la compagnie des architectes de copropriété, ce sont des partenaires de la plateforme monimmeuble.com que vous retrouvez toute l'année dans nos pages avec une actualité et des informations les concernant. Donc, en ce qui concerne Aurélien Ollinger, donc, il chapeaute la partie copropriété donc, du groupe Lauriard et notamment sur la partie grand compte pour le Rénov'. Et donc là, c'est aussi la vision d'une entreprise qui fait face justement à des travaux dans les copropriétés avec la mise en place d'un certain protocole justement pour répondre à toutes les attentes des clients copropriétaires et des copropriétés. Alors, on continue. Voilà. Alors, donc évidemment, vous nous avez déjà posé pas mal de questions sur le choix de l'entreprise, sur les critères de sélection, sur qui doit prendre la décision de choisir l'entreprise. Donc, il y a vraiment des questions très intéressantes. Et donc, bien sûr, la qualification de ces entreprises, toutes les garanties obligatoires. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, si vous voulez bien. Et donc, on va faire un petit tour d'horizon. Déjà, chacun va pouvoir se présenter. Et ensuite, moi, j'ai pas mal de questions, mais je pense que vous avez peut-être aussi prévu quelque chose aussi pour nos participants. Donc, on va voir ça ensemble tout de suite. Donc Benjamin, si tu veux bien te présenter brièvement. Et pour ceux qui te connaissent déjà, parce que tu as déjà participé à de nombreux rendez-vous copro avec nous, mais c'est pas grave, il y en a qui te découvrent. Donc voilà, si tu veux bien nous dire un petit mot sur toi, ton parcours. Bonsoir. Oui, donc je suis Benjamin Dahan, qui a un rapport direct avec Isabelle Dahan, mais ça, c'est pour les intimes. Voilà, c'est plus un secret pour personne. Donc, c'est pour ceux qui s'interrogent sur l'homonymie. C'est ça. Architecte depuis un petit peu plus de 35 ans. De toute façon, c'est définitif. Là, je m'arrête à 35 ans, même si dans 10 ans, vous me voyez encore, j'ai pas plus de 35 ans d'expérience, parce qu'après, ça fait un peu dépassé. Donc, et ces 35 années passées toujours auprès des copropriétés en tant qu'architecte. Donc, je passe mon temps à diriger, enfin à concevoir, organiser et diriger des travaux en copropriété.
Donc, c'est vraiment mon cœur de métier au quotidien, avec des travaux qui peuvent être de la simple réparation d'une fuite d'une vanne à des gros travaux de rénovation énergétique. Donc, ça peut être des interventions de 500 euros jusqu'à plusieurs millions d'euros de travaux. Et moi, c'est ce qui me plaît beaucoup dans mon activité, c'est de pouvoir passer de choses qui sont assez peut-être un peu futiles, mais qui changent la vie des gens. Parce que quand vous arrêtez une fuite, vous avez changé la vie des gens, ou à faire des millions de travaux, justement, en changeant aussi la vie des gens par une rénovation énergétique. Donc voilà un petit peu moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est alterner dans ces différents types d'interventions. Alors, juste, après, je ne sais pas qui aura la parole. Alors, Eh ben, quelqu'un, peut-être Corinne, hein. Donc Corinne, elle va se préparer, hein. Ça va être bientôt son tour. par rapport au thème, le choix d'une entreprise, bah, le choix, c'est ce qui arrive vraiment en dernier, mais il y a tout un travail de préparation avant, et je me propose de vous le dérouler après. Eh ben, on attend plus que ça. Alors, Corinne Blanc, donc, alors peut-être un petit mot sur Alto, sur ton rôle aussi au sein de cette société, voilà, l'accompagnement des copropriétés. Bon, brièvement, parce qu'on va revenir là-dessus, évidemment. D'abord, bonjour à tout le monde. Oui, je suis Corinne Blanc, je suis directrice d'Alto, qui est une société partenaire de monimmeuble.com là, depuis une petite année. On est acteur effectivement dans les travaux de rénovation énergétique pour les copropriétés. Et donc, on a effectivement des choses à dire aussi sur comment choisir une bonne entreprise de travaux, parce qu'on fait au final, ce ne sont pas nos opérateurs qui interviennent sur les copropriétés. Ce sont des sous-traitants qu'on choisit pour pouvoir facturer des travaux de qualité. Donc, on est confronté exactement au même problème que des copropriétaires qui doivent choisir leur entreprise. Donc, nous, Alto, on est plutôt sur des travaux simples avec l'idée d'en faire suffisamment, mais de qualité, parce que souvent le diable est dans le détail. Ce n'est pas parce que les travaux sont simples que n'importe quelle entreprise peut les faire et qui se passeront forcément bien. Et on a essayé vraiment de construire justement Alto autour de cet aspect qualité et le choix. C'est pour ça que je suis ravie d'être et d'échanger avec vous sur ce sujet-là. Le choix de l'entreprise de travaux est critique. Le monde du bâtiment en France manque de bras et de bras qualifiés. Et du coup, c'est qui trouve les meilleurs et c'est les piloter pour arriver à restituer une bonne qualité de travaux. Ce n'est pas un problème que pour les copropriétés. Hein. Je pense que c'est un problème, une question générale, qu'on ait une maison individuelle, qu'on ait un énorme bâtiment tertiaire à construire ou à rénover. On n'entend que ça à longueur d'émission. En particulier, j'écoute beaucoup Julien Courbet le matin. Alors, Je trouve qu'on parle un peu trop de nous. Alors donc, là, c'est que quand il y a des problèmes, hein, de toute façon. Hein, voilà. Il tombe beaucoup dessus, mais il lève des vrais sujets. Et il y a certainement quelques petites règles que nous, on essaye de s'appliquer à nous-mêmes. Il donne des bons conseils. Qu'on peut partager. Finalement, ce ne sont pas forcément des choses très compliquées, mais elles peuvent éviter pas mal de problèmes. Donc, à développer dans un deuxième temps. Bah, parfait, Corinne. On reviendra vers toi tout à l'heure. Alors, Aurélien, bon, bah, c'est ton tour. Donc tu vas nous parler un petit peu. Alors, bon, évidemment, j'ai oublié de dire que Lorinov était un fabricant de fenêtres, hein, parce que bon, c'est quand même le sujet, le sujet des travaux. Mais bon, il y a différents types d'entreprises de travaux. Et au niveau de la rénovation énergétique, bah, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du remplacement des fenêtres et de la rénovation pour la partie isolation, que ce soit un meilleur confort acoustique, isolant, et aussi pour la partie économie d'énergie et de chauffage. Donc, c'est vraiment un sujet important. Et donc, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire, peut-être pour mieux te présenter, nous expliquer un petit peu ton rôle au niveau de vos interventions dans les copropriétés. Bonsoir à tous, je me présente, moi je m'appelle Aurélien Langer, je suis responsable commercial de l'entité de Lorinov Grand Compte, qui est une entité effectivement spécialisée dans le remplacement de menuiseries extérieures sur les copropriétés. Nous sommes un groupe fabricant et installateur de menuiseries, j'insiste, et nous sommes fabricants français.
Je pense qu'en ce moment, ça a un peu du sens, hein, de faire un peu de protectionnisme auprès de nos belles industries françaises et de notre savoir-faire français. Et on est fiers de maintenir notre activité 100% en France. Donc, nous, je dirais on existe, enfin, le groupe hein, qui s'appelle le groupe Lorillard existe depuis 1936. Et c'est vrai que notre cœur de métier, c'est le remplacement de menuiserie sur en fait tout type de patrimoine. On travaille pour les bailleurs sociaux, on travaille pour des particuliers à titre individuel, on travaille pour les mairies, les écoles, les copropriétés, bien sûr. Et donc, notre ADN, c'est de rénover et d'isoler le logement. Donc, on participe effectivement à la réduction des consommations d'énergie, hein, même si nous aussi, on en consomme pour produire nos fenêtres. Mais le but, c'est d'isoler les logements et d'amener du confort auprès de tous les utilisateurs. Tu le disais très justement, Isabelle, du confort thermique, du confort acoustique, du confort sécuritaire aussi, hein, parce que souvent les effractions peuvent être commises par les menuiseries. Donc voilà. Et je pense qu'on a un vrai rôle également architectural, hein. Donc là, je parle un petit peu aussi sous la coupe de Benjamin Dahan. Évidemment, la menuiserie fait partie intégrante du patrimoine et du bâti, hein, et elle a connu son évolution au fil des années, hein. Et c'est pour ça que nous, notre groupe a évolué aussi. On était fabricant de menuiserie bois, on est passé au PVC, à l'alu, au mixte bois-alu, et on suit bien sûr tout le cours de l'évolution de l'histoire et de l'architecture. Voilà, donc c'est en ce sens qu'on s'inscrit dans ce débat, dans la rénovation énergétique, qui effectivement connaît un accélérateur important. Et voilà, on est l'un des acteurs majeurs, je pense, du secteur. On est ravis de pouvoir vous accompagner et de vous donner notre éclairage quant au choix de l'entreprise, voilà, et les points à mettre en exergue sur le choix qui n'est pas facile à faire, effectivement. Très bien, Aurélien. Alors, bon, bien sûr, si vous avez des questions pour les uns et les autres, hein, n'hésitez pas. Le chat est là pour vous. Questions et réponses, c'est aussi possible. Vous avez le choix entre les deux. Nous, on va continuer à dérouler. Et puis, bon, s'il y a des questions entre-temps, on les prendra, bien entendu. Alors, peut-être je vais demander à Benjamin, qui a quand même, qui est le chef d'orchestre, hein, qui a la vue d'ensemble et globale des travaux en copropriété, de rentrer peut-être dans cette première phase d'étude. Donc, quand l'architecte est nommé pour chapeauter des travaux en copropriété, il a pour rôle, bien sûr, de mettre en place une équipe d'entreprise pour réaliser ces travaux en réalisant un appel d'offres et en rédigeant un cahier des charges auquel ces entreprises doivent, bien sûr, se reporter. Donc, j'aimerais bien savoir un petit peu sur cette première phase, Benjamin, comment ça se passe plus concrètement. Pour le sujet, donc choisir une entreprise en copropriété, donc ça passe par différentes étapes. Donc moi, j'ai déroulé le sujet en différentes phases. Donc la phase 1, la première chose, c'est la définition des travaux. Pour définir des travaux, ça ne se décide pas comme ça. Généralement, quand on est en copropriété, il y a on va dire des envies, des besoins de travaux parce qu'il faut entretenir l'immeuble, parce qu'il y a des dégradations, parce qu'on envisage effectivement, comme ça a été évoqué par Aurélien, des projets en économie d'énergie qui sont à mettre en œuvre de façon quasi obligatoire maintenant. Mais tous ces travaux-là, moi je parle donc en amont à ma place d'architecte, ça passe nécessairement par un diagnostic préalable, c'est-à-dire quel est le problème, quels sont les sujets, les problématiques qu'on va rencontrer dans un immeuble au niveau d'infiltration par une terrasse ou de défaut d'étanchéité de fenêtres, que sais-je. Une fois qu'on a fait un diagnostic global, qu'on appelle architectural, mais qui est aussi technique, hein, puisqu'on va aussi rentrer dans des détails techniques au niveau des réseaux, des alimentations, des évacuations, on va définir un programme de travaux. Ce programme de travaux, c'est un peu l'ordonnance que l'on va
proposer à la copropriété de ce qu'il faut faire pour qu'elle reparte d'un bon pied. Alors, ces programmes, ils s'étagent de différentes façons, en différentes étapes aussi, qui va être l'urgence, ce qu'il faut absolument faire immédiatement parce que ça va s'écrouler, parce que ça devient invivable. Il y a des choses à court terme. Voilà, bon, ça ne va pas tomber tout de suite, mais on sait qu'il faut le faire avant que ça vienne s'écrouler. Des travaux à moyen terme et des travaux à long terme, voire des améliorations dans des immeubles. Donc, le programme, il va représenter tout ça. Et ce programme, ce qui est important pour la clientèle de copropriétaires, c'est de savoir de quel budget on va parler. Donc, chaque item du programme, en face, on va mettre un montant qui va correspondre à ce que ça va coûter. Donc voilà, c'est une phase qui est vraiment cruciale pour savoir dans quelle direction on va aller. Une fois qu'on a présenté tout ça, libre aux copropriétaires de se prononcer. Pour ça, ce dont je viens de vous parler, c'est ce qui est maintenant rentré dans la loi avec l'acronyme purement désagréable qui s'appelle PPT, le plan pluriannuel de travaux. Voilà, mais c'est des choses que les architectes de copropriété font de façon récurrente depuis tout temps. On demande d'intervenir dans un immeuble. Donc, ça, c'est la première phase. La deuxième phase, une fois que le programme est défini et que dans ce programme, la copropriété va faire des choix sous nos conseils d'architectes, bien entendu, et de cohérence d'intervention. Donc, il va falloir établir un cahier des charges, donc bien définir la prestation. Le point qui est parfois laissé de côté et qui n'est jamais clairement explicité, c'est le niveau attendu de qualité, c'est-à-dire que c'est la qualité de la prestation. Alors bien entendu, on doit à minima une prestation qui va respecter ce qu'on appelle habituellement en langage technique les DTU, les documents techniques unifiés, qui sont un peu les règles de l'art de l'époque. Mais il faut savoir que ces règles auxquelles on doit s'astreindre sont en fait un minimum. C'est le minimum à avoir. C'est comme si vous avez besoin de vous déplacer pour aller d'un point A à un point B, on va vous proposer, il faut au minimum une voiture qui roule à telle vitesse et qui ait telle autonomie. Mais guère plus. Et à partir de là, ce qu'on peut proposer, et c'est là ça part à un échange avec des copropriétaires, le niveau que vous allez attendre de qualité, au niveau des matériaux, au niveau du type d'intervention, de la qualité des entreprises aussi. Donc ça, c'est important parce que c'est ce qui va définir après quelles entreprises on va pouvoir appeler. Bien entendu, il faut être très précis sur le quantitatif, sur la quantité qu'on va traiter et surtout, le plus important au niveau de l'architecte, c'est le périmètre d'intervention, en disant bien, on va aller du point A au point B, on va traiter telle surface, telle partie, sans nécessairement qu'il y ait contenu, mais au moins, et parce que ça, c'est si je dis à un copropriétaire, votre façade, elle fait 1253 mètres carrés, on va les traiter, ça ne parle pas. Si je dis on va traiter les 4 façades en partant du rez-de-chaussée jusqu'au bord du toit à l'extrémité, ça sera beaucoup plus parlant et explicite. Donc, encore une fois, le contenu, il est important à faire en amont. Après, une fois qu'on a défini vraiment le projet en définitive, on va passer à la phase 3 qui se fait, qu'on connaît déjà nous en tant qu'architectes, qui sont les différents critères de sélection des entreprises. Donc ces critères, moi je les ai répertoriés, pas nécessairement dans l'ordre, mais qui sont que vous avez sous les yeux. Donc c'est un des premiers critères importants, c'est la technicité de l'entreprise. Technicité qui est donc la qualification, parce qu'on va donner tel type de travaux à faire. C'est sûr que demain, j'ai besoin de fabriquer et poser des fenêtres. Je ne vais pas aller chercher une entreprise qui a des qualifications en plomberie.
Même si pour poser ma fenêtre, j'ai un bout de tuyau à enlever qui va me gêner, ce n'est pas le plombier que je vais appeler, c'est l'entreprise d'Orénov, par exemple, qui sera adaptée pour faire ce genre de travail. Donc, il faut bien faire l'adéquation. Et ça, ça reste ce choix. C'est un travail de technicien, d'architecte qui a cette connaissance-là par rapport aux entreprises. Bien entendu, et ça, dans le sujet qui nous préoccupe, à savoir, et principalement sur la copropriété, il est important que les entreprises qu'on appelle aient des références pour des travaux similaires en copropriété. C'est-à-dire parce que l'intervention en copropriété a une particularité. On est systématiquement en site occupé. Les clients, c'est quasiment autant de logements que de clients à double niveau. Il y a le propriétaire, donc s'il habite sur place, donc vous avez quelque part votre client en direct. Si c'est son locataire, donc il y a un degré, il y a une hiérarchie, etc. Mais on doit quand même tenir compte de ça. Ce qui veut dire qu'une entreprise qui intervient, elle doit être parfaitement consciente que d'abord, elle va intervenir avec des gens qui vivent sur place, des gens qui sont soit propriétaires, soit locataires et qui ont besoin de continuer à vivre quasiment normalement malgré les travaux, avec les difficultés que ça représente. Vous imaginez. Donc je pense qu'Aurélien aussi va pouvoir nous en parler un petit peu. Parce que les sites occupés avec le changement de fenêtre, le matériel. Et je laisse voilà un exemple typique qui est très courant en copropriété. Et ça, il faut vraiment avoir des entreprises qui soient adaptées. C'est quand vous remplacez des canalisations, des descentes d'évacuation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour remplacer la descente, vous êtes obligé de l'enlever. Quand vous l'enlevez, ça veut dire que les canalisations ne peuvent plus être utilisées. Donc, il est hors de question de dire aux habitants, non, les travaux vont durer 3 semaines, dans 3 semaines, ni toilette, ni cuisine, ni WC, ni rien du tout. Alors, on a des méthodes pour faire des coupures d'eau qui durent la journée de 9-10 heures du matin jusqu'à 16 heures. Là, effectivement, on ne peut pas l'utiliser. Il y a une coupure réelle et complète. Et qu'on arrive à faire respecter. Par contre, le soir, quand arrive la fin de journée, on rétablit le maximum d'installation pour que les gens puissent retrouver un minimum de confort et d'hygiène. Donc ça, une entreprise qui pose des canalisations au kilomètre dans des réseaux publics, ça, elle ne sait pas le faire. Donc c'est important, c'est pour ça que la référence d'entreprise d'intervention en copropriété, bien entendu d'intervention réussie satisfaisante est essentielle. Donc, comme je vous dis, ça, pour moi, c'est la technicité. Le deuxième critère, ce sont les assurances. Bien entendu, vous allez avoir une entreprise, des entreprises qui vont avoir différents niveaux d'assurance et vous donner des garanties. La responsabilité civile, ça, vous savez ce que c'est. La garantie décennale pour les travaux qui relèvent de la garantie décennale. Donc, il faut bien expliquer ce qu'est une garantie décennale. Je veux dire, ce n'est pas l'entreprise ou X ou Y qui décide qu'il va y avoir une garantie décennale, c'est la nature de l'ouvrage qui va déterminer s'il y a garantie décennale ou pas. Et ensuite, il y a des garanties qu'on peut exiger complémentaires pour des travaux dits non traditionnels. Généralement, ce sont les assureurs qui font cette réclamation parce que une entreprise, elle a des qualifications, elle est assurée pour certaines choses. Il y a des travaux qui sont dits non traditionnels. Par exemple, vous faites des résines d'étanchéité, même si c'est très courant et très habituel, ça relève de techniques non traditionnelles, d'avis techniques et qui nécessitent des assurances que l'assureur garantisse de façon claire et précise. Donc ensuite, le troisième point sont les critères que j'appelle économiques et sociaux. L'importance de l'entreprise. Alors l'importance de l'entreprise, je dirais, c'est ce qu'elle représente, c'est son chiffre d'affaires, combien elle dégage dans l'année de travaux, son nombre de salariés,
sa part de sous-traitance. Alors tout ça, c'est un mixte qu'il faut savoir combiner. Le chiffre d'affaires, pourquoi? Parce que si vous confiez, je ne sais pas moi, un projet, des travaux de 300 000 euros et que l'entreprise fait un chiffre d'affaires annuel, je ne sais pas, mettons de 300 000 euros, il faudra se poser des questions quand elle lui confier un tel chantier, parce que ça veut dire qu'en une seule opération, vous allez lui confier son chiffre d'affaires de l'année. Donc ça, c'est un peu... il faut voir si ça veut dire que l'entreprise, a priori, elle ne va pas mobiliser tout son personnel sur un seul client, comme elle en a nécessairement d'autres. Voilà, c'est à analyser pour ce point-là. Le chiffre d'affaires est à mettre en rapport avec le nombre de salariés. Pourquoi? En faisant un ratio tout simple, ça permet de savoir de définir globalement quelle est la part d'activité propre de l'entreprise, de celle qui relève de la sous-traitance qu'elle peut avoir. Et alors, la sous-traitance, c'est un cas très particulier. Ça très souvent, comment dire, la sous-traitance est souvent assez mal vue parce que la plupart du temps, c'est pris comme, je dirais, une entreprise qui va sous-traiter et qui va étrangler son sous-traitant pour avoir la marge la plus confortable possible. Voilà, c'est la première idée qui ressort, qui est un petit peu négative. Vous avez de la sous-traitance qui est tout à fait logique et normale, c'est-à-dire une entreprise qui est une entreprise générale et qui va sous-traiter des corps d'État bien spécifiques, très techniques, pour des technicités dont elle n'a pas la compétence. Et là, il y a une cohérence à ça. Après, il y a quand même il y a tous les cas de figure. Hein. Vous avez des entreprises qui font des chiffres d'affaires énormes. Quand vous regardez le nombre de salariés, ils sont 2, 3 maximum, ce qui veut dire que c'est de la sous-traitance totale. Et là, il faut être malgré tout très vigilant parce que voilà, il faut savoir si c'est juste un problème s'il y a un encadrement, parce que moi je connais des entreprises qui travaillent avec beaucoup de sous-traitants, mais qui ont un encadrement qui est très important aussi, et un encadrement, je dirais, d'excellence. Moi, ça ne me pose pas de problème par rapport à une sous-traitance. Mais encore faut-il que l'encadrement il soit parfaitement compétent par rapport à ça. Bon, tout ça, c'est des critères qu'il faut un petit peu. Alors, ces éléments. Ça tombe bien parce que Corinne pourra nous parler justement de comment ça se passe dans l'entreprise Alto, puisqu'elle nous a dit qu'il y avait une part de sous-traitance et que justement, il y avait une vigilance et un encadrement très soutenu. Voilà. Donc voilà, elle va nous parler de ça après. Et dans la sous-traitance, il y a encore un point, moi pour l'avoir vécu et le vivre régulièrement, on connaît dans les entreprises du bâtiment, je dirais, l'activité qui est quand même malgré tout assez en dents de scie, et on peut comprendre que la sous-traitance soit une part d'ajustement en fonction des flux d'intervention. Il y a aussi des entreprises qui fonctionnent comme ça, et ça, c'est pour des critères économiques, mais qui sont tout à fait loyaux, c'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui a une structure, qui a du personnel en interne, et qui effectivement va prendre des sous-traitants pour pouvoir justement s'ajuster à la demande. Et ce qui est important de savoir, c'est savoir si ces sous-traitants sont toujours les mêmes, on retrouve un peu les mêmes entreprises, c'est-à-dire que quelque part, ils sont affiliés, et ils font presque, moi j'ai connu des entreprises, au début, moi je pensais que le nombre du personnel était des gens d'entreprise, en fait, pas du tout, c'est des sous-traitants, mais sur 10 ans, 15 ans, j'ai toujours vu les mêmes. Bon, au bout d'un moment, j'ai compris comment ça fonctionnait, et ils s'impliquent dans l'entreprise, et c'est tout à fait acceptable. Ce qu'il faut éviter, c'est essayer de reconnaître celui qui va sous-traiter uniquement pour la partie purement économique, faire une marge, ne pas avoir
comment dire, d'encadrement et de compétences pour gérer derrière tous les problèmes liés à la sous-traitance. Donc, il faut être vigilant là-dessus et éviter les sous-traitances en cascade. C'est-à-dire que le sous-traitant ne vienne pas à sous-traiter lui-même parce que là, nécessairement, le budget, il maigrit à chaque fois de la marge qui est prise les uns sur les autres. Donc, voilà, il y a cet aspect-là. Ensuite, par rapport, je dis, bon, les informations, toujours dans les critères, les informations complémentaires administratives, bon, ça c'est assez classique. Hein. Ben, il faut être certain que l'entreprise, elle soit. Oui, il y a toutes les attestations qui sont obligatoires. Et ça, caisse du bâtiment, important ouais. pour les entreprises du bâtiment, attestation d'impôt, les cabis ou inscription. Voilà, de toute façon, vous aurez à disposition les supports, hein, donc vous pourrez revoir ça tranquillement après. Hein, pour cotation Banque de France. Alors, effectivement, il y a aussi la consultation, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous regardez info-fct.com. Alors, ça permet de savoir si l'entreprise est en redressement judiciaire ou pas. Mais il faut savoir qu'il y a toujours un délai entre le moment où on voit les choses qui s'affichent quand on va sur le site et où les problèmes se passent. Hein. On peut parfaitement avoir aujourd'hui une entreprise qui s'annonce parfaitement saine et puis le lendemain, et 6 mois plus tard, il n'y a plus rien, mais on n'a pas vu des choses venir. Donc ça, c'est des choses qu'il faut demander. Je voulais juste revenir sur… oui, parce que tu sais, Benjamin, le temps passe vite et puis il faut quand même que tout le monde puisse intervenir. Hein, donc… C'est terminé. Non, ce que je voulais, le point, parce que j'ai oublié de le noter, dans les assurances, l'architecte a une obligation de s'assurer d'assurer son client que les entreprises, à partir du moment où elles sont retenues, sont bien assurées et convenablement. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir décrypter un contrat d'assurance. Ce qu'on peut demander, c'est la sinistralité de l'entreprise. Ça, c'est important. Une entreprise qui a beaucoup de sinistres ou qui n'en a pas beaucoup. Il est vrai que les petits sinistres de quelques milliers d'euros, de quelques centaines de milliers d'euros, les entreprises systématiquement ne les déclarent jamais. Parce que ça fait augmenter leur sinistralité. Et puis des petits pépins comme ça arrive tout le temps. C'est pas ça qui fait la qualité ou pas de l'entreprise. Donc il faut savoir, ça sera un autre sujet à part entière, décrypter les assurances, savoir qu'une attestation d'assurance d'un courtier n'engage que le courtier, elle n'engage pas l'assureur. Donc ça, c'est important de savoir. Donc il faut le contrat, voilà. Et l'architecte peut être recherché en responsabilité si jamais l'entreprise n'a pas une assurance. Moi, j'ai vu passer des fausses assurances. Donc maintenant, c'est un peu comme pour l'URSSAF, il y a des codes qui permettent de voir si le document qui nous est donné est un faux ou un vrai. Donc ça, je voulais revenir là-dessus parce que c'est important. Il y a quand même beaucoup d'escrocs parmi certaines entreprises qu'on ne connaît pas, qui sortent d'un chapeau et qui peuvent vous emmener dans des galères sans nom. Ensuite, phase 4, et j'en ai quasiment terminé, une fois qu'on a consulté les entreprises sur la base de tous ces éléments-là, il faut analyser les offres qu'elles nous envoient. Bien entendu, la base, le respect du cahier des charges, qu'elle puisse répondre à toutes les demandes. Ce qui est important de voir, ça c'est le côté un peu humain sur les deux points, c'est la capacité d'échange de l'entreprise tout au long de la consultation. C'est-à-dire que des fois on a des questions, un point technique, donc il faut voir comment l'entreprise répond. Justement, c'est là qu'on peut apprécier sa compétence et sa capacité à bien répondre. Donc au niveau de la partie de la prestation entre guillemets intellectuelle de l'entreprise et aussi rencontrer à la fois essayer de savoir si le représentant, la personne qu'on voit de l'entreprise, on peut voir bien entendu le commercial, mais aussi rencontrer les équipes d'encadrement pour qu'elles nous parlent un peu des chantiers qu'elles ont pu faire et un peu de leur expérience. Ça, encore une fois, tout ça, c'est basé sur l'humain. Et dans le bâtiment, ça reste quelque chose d'assez important. Il n'y a plus de marché qu'on tape dans la main, hein, et encore, ça existe avec des entreprises qu'on connaît bien, des clients qu'on connaît bien, mais de moins en moins maintenant, parce que ça devient très compliqué. Mais l'humain garde sa part qui est quand même essentielle dans le choix.
Et j'en ai terminé parce qu'après, il reste à choisir. Et le choix, après, il se fait sur des critères essentiellement financiers, parce qu'une fois que tout le monde est sur la ligne d'arrivée, on regarde, et à la limite, le seul critère qui reste, qui peut permettre de départager l'un ou l'autre, c'est le prix, c'est les conditions financières, avec la réserve toutefois, mais tout ça, c'est dans l'analyse de l'offre. Une entreprise qui est 50% au-dessus du marché, elle est éliminée. Celle qui est 50% en dessous du prix d'un marché, elle est aussi éliminée parce que quand on n'a pas l'argent pour faire un travail, ce n'est pas parce qu'on dit qu'on peut le faire pour la moitié qu'on pourra le faire, et on sait qu'elle n'y arrivera pas et ça sera une galère sans nom. Donc il faut les choses au juste prix. Et je dirais qu'il mieux qu'un architecte qui a de l'expérience sur les chantiers, sur le coût des travaux, de vous dire effectivement, là, vous êtes dans la bonne fourchette. Voilà. Après, le choix, il y a aussi d'autres aspects. C'est l'urgence ou pas réalisée, la disponibilité de l'entreprise à pouvoir intervenir dans des délais. Aujourd'hui, moi, une entreprise à qui je vais demander une intervention un peu importante et qui va me dire mais souvent il n'y a pas de problème, je suis là la semaine prochaine pour commencer, je ne la crois pas. Il n'y a personne qui est capable de dire la semaine prochaine je fais un chantier. Aujourd'hui, c'est très compliqué parce que les entreprises, je parle de ce que je connais dans le monde de la copropriété et sur Paris, région parisienne, sur la région, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je dis il y a très peu d'entreprises qui sont réellement disponibles. Ok, voilà. Bon, alors, donc on va continuer maintenant parce que bon, c'était une belle présentation, mais moi j'avais prévu aussi pas mal de questions. Et il faut que tout le monde puisse intervenir. On va continuer. Alors bon, là, il y a pas mal de sujets qui ont été soulevés. Et donc, je vais demander peut-être à Corinne Blanc d'intervenir parce que j'ai vu que bon, elle avait des choses à rajouter, elle voulait commenter, je pense que ça l'a un peu titillé. Il y a des tas de trucs qu'elle a envie de préciser. Et donc, on t'écoute, Corinne. Tu as carte blanche pour dire ce que tu veux ou peut-être commenter ce qu'a dit déjà Benjamin. Ce sera par commentaire et sans support. Je pense qu'il y a beaucoup Oui, de non, choses mais on sur te fait lesquelles confiance, hein. Tu Bravo connais bien ton Benjamin, c'est sujet. très clair. Moi, je vais commencer par une phrase. C'est effectivement dans le bâtiment, la qualité a un prix, la non-qualité a un coût. Effectivement, le choix de l'entreprise, c'est encore plus quand on prend des travaux, quand on prend n'importe quel objet, faire très attention à ça, c'est-à-dire le moins 10 ans, le moins cher, il faut toujours s'en méfier. Et après, il y a un triangle d'or aussi dans ce qu'on fait, c'est prix, qualité, délai. Si on tire sur un des angles du triangle, forcément, il n'y a pas de miracle. Si on veut un délai très court, soit c'est le prix qui monte, soit c'est la qualité qui baisse. À nouveau, il n'y a pas de miracle, parce que l'urgence, encore plus en ce moment, dans un monde de pénurie sur beaucoup de choses, il faut faire attention à ça. Je m'inscris complètement sur ce qu'a expliqué Benjamin, c'est vraiment comment monter un projet de travaux, surtout pour des gros travaux avec une maîtrise d'œuvre. Les assurances sont effectivement hyper importantes, c'est un indicateur clé de savoir si on a affaire à une entreprise sérieuse, savoir l'ancienneté de l'entreprise. Moi qui suis dans le monde de la rénovation énergétique, faire attention aussi aux qualifications dont on a besoin pour pouvoir activer des financements, type prime rénov, type C2E, en particulier sur l'isolation ou sur les changements de chauffage. Et moi, je vais vous parler un peu de notre histoire. Pendant 10 ans, j'ai fait le métier de Benjamin dans une entreprise de travaux, de maîtrise d'œuvre et de tout corps d'État qui intervenait pas mal en rénovation sur des gros projets de rénovation qu'on montait en faisant des appels d'offres, en consultant, en faisant tout le descriptif, les maîtrisés. Et là, je suis passée sur un autre monde, on fait clé en main des travaux simples et on en fait beaucoup, essentiellement pour des copropriétés. Et on s'est dit, moi j'ai beaucoup souffert dans la précédente expérience, la difficulté à maîtriser jusqu'au bout des choix d'entreprise, du déceptif d'un gros réseau d'entreprises où tout, par moments, on se faisait déborder. Et là, on s'est dit, on va être sur des choses plus simples, qu'on va maîtriser. Et on s'était aperçu de quelque chose, et c'est vraiment une des clés,
je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a peu d'entreprises qui sont capables de suivre du volume, d'apporter une prestation de qualité. Souvent, c'est le dilemme entre le petit artisan qui travaille merveilleusement bien, mais qui ne va pas réussir à suivre un gros projet, et l'entreprise extrêmement dynamique qui fait de la sous-traitance, qui va vous dire tout est possible, comme SNCF, et en fait, vous allez être déçus. Et nous, on a beaucoup fait d'isolation de réseau, de chauffage, du calorifugage, des poses de matelas pour faire des économies rapides sur ce sujet-là. On a été confrontés à des gens qui sont un petit peu la caricature de tout ce qu'il ne faut pas faire. Et pourtant, c'était leurs propres équipes. Ce n'était pas de la sous-traitance. C'est-à-dire, mais simplement, ils recrutaient des gens qu'ils n'avaient pas formés, qui ne savaient pas ce qu'ils posaient, qui étaient mal suivis. Et moi, je pense que sur le sujet, ce n'est pas de savoir si c'est ses propres équipes ou de la sous-traitance qui compte, c'est comment c'est managé, c'est encadré. Nous, on a choisi la sous-traitance parce qu'on ne veut pas être une entreprise générale de bâtiment nationale. On est en intervention nationale. Par contre, on s'est aperçu que les entreprises traditionnelles du métier qu'on voulait faire, elles n'avaient pas envie de le faire ou elles n'étaient absolument pas capables de suivre des volumes, des délais et des prix tels qu'on le souhaitait. C'est-à-dire le meilleur compromis qui nous semblait faisable. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi quelques entreprises avec des patrons, et là, on part de l'humain, des patrons qui ont envie, qui comprennent ce que c'est la relation, en particulier en copropriété. Il y a la relation avec le syndic, mais aussi avec les copropriétaires, surtout si vous ouvrez des caves, des garages, ou encore plus si vous rentrez en milieu occupé. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va choisir, comme sur un recrutement, les qualités humaines, le savoir-être, la dynamique, l'envie de bien faire, et par contre, le côté vraiment technique, l'opération qu'on leur fait faire, on va les former. Et grâce à ça, petit à petit, on est passé d'une équipe et quelques centaines de projets à maintenant plusieurs milliers avec 4 entreprises qu'on a formées. On ne dit pas que c'est la solution pour tous les projets, c'est-à-dire, mais en tout cas, sur nous, notre partie, et c'est de la sous-traitance. On a appliqué les règles de contrôle des entreprises, tout ce qui est administratif, mais surtout une relation humaine et une gestion au quotidien. Je pense qu'il y a un rôle clé, c'est celui du conducteur travaux, qui a la relation avec cette entreprise, qui encadre ça avec un vrai contrat et qui l'applique. C'est-à-dire, il y a une erreur. Nous, ça nous arrive, par exemple, ils nous perdent les clés. C'est un grand classique. On nous confie les clés de la chaufferie et ça nous est arrivé 3-4 fois. On ne sait pas ce qui s'est passé, les clés de la chaufferie sont perdues. C'est clair, on rembourse les clés de la chaufferie et on le facture au sous-traitant, on le déduit ce qu'il nous doit. Il ne discute pas. Ça ne crée pas de conflit. Et avec une relation comme ça, juste, où on leur amène du travail, on les encadre, on leur donne les moyens de bien travailler. Et par contre, une sanction, quand ils ne sont pas complètement au rendez-vous, je vais toucher du bois parce qu'il faut que ça dure, mais on peut arriver à trouver un cercle vertueux où on arrive à rendre les gens contents tout en ouvrant des centaines de caves. Et c'est toujours risqué de rentrer. Vous ne pouvez pas être tous les jours derrière chaque geste de l'entreprise quand on fait de la maîtrise d'œuvre. Mais on arrive quand même, bon an, mal an, à faire avancer tout ça. Donc, de l'administratif, c'est clair qu'il faut savoir à qui on a affaire, croiser avec de l'humain et de la formation et de l'accompagnement. Ça revient c'est les fondamentaux du management. Ah oui, et en faisant ça, je pense qu'on peut arriver, et le modèle, que ce soit vos équipes ou de la sous-traitance, si c'est de la vraie sous-traitance encadrée et pas de la sous-traitance de sous-traitance, c'est un modèle, ça permet de se diversifier sur des fiches différentes, de ne pas être bloqué avec des collaborateurs qui, si demain, vous voulez faire varier votre offre, ils vous bloquent. Nous, demain, on va certainement faire de l'optimisation de chaufferie, des optimiseurs de relance, des choses comme ça. On ne veut pas être coincé non plus et on veut trouver les meilleures équipes pour faire ça. Et ça, c'est un modèle qui est rodé dans la construction de maisons ou dans les grosses majors bâtiments. Ça fonctionne aussi. Ce n'est pas le seul modèle, mais il n'est pas rejeté non plus. Et après, il y a des règles de pilotage dans les 2 cas. Et ça fonctionne, bon an, mal an. Voilà, c'était les quelques petites bonnes pratiques en la matière. Merci Corinne. Tu pourras intervenir quand tu le souhaites par la suite, si tu veux rajouter des précisions, des éléments à ce qui va être encore dit. Alors, donc, Aurélien, donc là, moi, je suis contente parce que tu vas pouvoir nous parler de
de cas pratique, de ce que vous faites, vous, sur le terrain, de comment ça se passe, alors avant, pendant et après les travaux, parce que bon, c'est bien d'être choisi. Bon, bien sûr, il y a tout un travail en amont pour convaincre les copropriétaires d'être la bonne entreprise, la mieux qualifiée. Mais après, bon, bien sûr, il y a tout le suivi du chantier et puis il y a aussi le service après-vente. Hein, parce que quand le chantier est terminé, il faut quand même continuer à voir ce qui se passe et à aider les copropriétaires à bien entretenir leurs fenêtres ou à répondre à des petites difficultés qu'ils peuvent rencontrer après les installations. Donc effectivement, je vais balayer, j'ai fait une petite présentation et on reviendra sur certains points qui ont déjà été évoqués à mettre en lumière. Donc bon, en fait, je voulais un peu lister les principaux points clés puis de redétailler, mais on en a détaillé pas mal, donc l'ancienneté, la solidité financière, les qualifications, le contact commercial, etc. Et je vais revenir point par point sur certains et digresser peut-être un peu. En termes d'ancienneté, de renommée, il y a des outils très simples. Déjà, c'est de demander un cabis pour savoir quand est-ce que la société a été créée. Donc ça, c'est des pièces qui sont tout à fait légales et demandables et exigibles. Et tout simplement, les copropriétaires peuvent aussi tout simplement aller sur des sites. J'ai cité société.com, il en existe certainement d'autres, pour voir un petit peu quelle est l'entreprise, comment elle est structurée. On a parlé du taux de sinistralité, effectivement, ça c'est un très très bon indicateur. Bon, c'est très parlant et si une société rechigne à vous le communiquer, c'est que déjà il y a peut-être un petit problème à ce niveau-là. Il ne faut pas hésiter aussi quand vous êtes en relation avec une entreprise à demander des contacts référents, c'est-à-dire vraiment des personnes qui ont été en contact avec cette entreprise pour avoir un peu leur témoignage de comment s'est passée l'opération. Parce on le dit et on le redit, le bâtiment reste une affaire d'hommes avec un grand H, hein, hommes et femmes bien sûr, et je suis convaincu que la relation est vraiment fondamentale là-dedans, et j'y reviendrai. Ensuite, ce qui participe aussi à la renommée, c'est si l'entreprise fait des salons, hein, on parle bien souvent du salon de la copropriété, je pense que c'est aussi rassurant de voir une entreprise qui investit, qui est mobilisée pour se faire voir, pour communiquer sur son savoir-faire. Et donc, une entreprise qui fait un salon, je pense qu'elle a toute légitimité aussi à être sur vos opérations. Je voulais mettre un petit peu en exergue les avis sur Internet. Alors, nous, ce qu'on constate souvent quand on fait du remplacement de menuiserie, on n'est pas parfait. Hein, voilà. Des fois, il y a des petits grains de sable, bien évidemment, comme toute entreprise. Et les gens se lâchent beaucoup plus facilement quand ils ne sont pas contents que quand ils sont contents. Donc, attention, voilà, soyez vigilants quand même aux avis sur Internet parce que en fait, on exprime son mécontentement, mais quand on est content, bon, personne ne dit rien. Après, moi, j'estime que quand on fait bien notre travail, on n'a pas besoin d'être remercié. Hein, c'est tout simplement qu'on fait notre travail et c'est tout. Mais voilà, vigilance parce qu'on voit vraiment des fois des choses assez vives sur Internet. Solidité financière, bon, je pense que c'est un point important. Effectivement, surtout dans les contextes actuels qu'on vit, nous, on est malmenés, hein, clairement, par ce qui se passe aujourd'hui. Mais pour autant, il faut bien que les rénovations continuent et que les copropriétaires fassent des choix d'entreprise. Bon, avoir un bilan sur les 3 dernières années d'entreprise, je pense que c'est important, sachant que les comptes doivent être publiés. Donc, une entreprise qui publie pas ses comptes, ça peut aussi prêter questionnement, tout du moins. Et après, pas hésiter effectivement à demander, ça Benjamin, vous l'avez justement dit, hein, les attestations URSSAF pour BTP, savoir si l'entreprise est à jour, ça me paraît tout à fait juste. Le chiffre d'affaires en relation avec l'opération, donc Benjamin a étayé aussi ça. Effectivement, une entreprise qui fait 300 000 euros de chiffre d'affaires annuel et qui répond à un chantier de 500 000 euros, ça veut dire que pendant un an, elle ne fait pas de commerce, et à la fin du chantier, soit elle meurt si elle arrive à le faire, et il y aura fatalement un manque de moyens. Donc, surtout, vigilance, et nous, on se rend compte par expérience, parce qu'on fait de la copropriété, on fait de l'appel d'offres public, on fait beaucoup de choses, que des fois, on est assez surpris d'entreprises qui répondent à des appels d'offres à leur taille. Donc là, vraiment vigilance, parce que ça peut prêter vraiment
à des problématiques fortes, à des arrêts de chantier et à des difficultés dans la rénovation. Ensuite, les qualifications, effectivement, et ça c'est parfaitement consultable, hein, notamment le Qualibat RGE. Donc, je parle des fenêtres, bien entendu, hein, donc pour les menuiseries. Donc RGE pour tout ce qui est économie d'énergie, Corinne, vous en parliez, tout ce qui est subvention, C2E, il faut que les entreprises et les sous-traitants, attention, soient également RGE. Donc attention à ça, et ça c'est, je dirais, consultable sur Internet. Il n'y a pas besoin même de demander à l'entreprise, hein, sur le site de Qualibat. Vous pouvez voir si l'entreprise est RGE et quelle qualification elle a. Et pour les menuiseries, alors moi, je vous ai mis quelques-unes des nôtres, hein, parce qu'on en a d'autres qualifications, mais en fait, vous trouverez des codifications sur le site de Qualibat, pardon, donc 3522, 3542, 3552 pour nous. Donc nous, on est fabricants de tout matériaux, hein, donc là, menuiserie extérieure alu, PVC et bois, avec différents niveaux de technicité. Il y a technicité débutant, intermédiaire et confirmée. Donc ça peut donner aussi une image de la technicité de l'entreprise. Et donc ça, c'est un organisme vraiment indépendant. Donc, je dirais que là, c'est un regard extérieur. Ensuite, sur les qualifications, c'est tout simplement aller voir les entreprises. Et je pense que la démarche n'est pas suffisamment faite. Et même au niveau d'une négociation suite à un appel d'offres, quand il y a 2 ou 3 entreprises, on va dire, en dernière ligne droite pour décrocher un marché, je pense qu'il ne faut pas hésiter à dire vous êtes où, est-ce qu'on peut aller vous voir, est-ce qu'on peut vous rencontrer, est-ce qu'on peut aller aller visiter votre showroom. Et nous, on a des showrooms, c'est toujours intéressant. Ça montre les produits en grandeur réelle. Visiter les entreprises. Alors, en tant que menuisier, nous, on est fabricant, donc on a une part industrielle très, très importante avec des sites de fabrication. Et je pense que ça peut aussi participer au choix d'entreprise de dire, tiens, j'ai telle entreprise qui a répondu, je veux savoir qui c'est, je vais les visiter. Et donc, nous, dans notre démarche, on ouvre nos portes, bien sûr, pour qu'on fasse voir qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on a répondu au marché public. Et je pense qu'en phase de négociation, en dernier choix, c'est intéressant. Et la démarche n'est, à mon sens, pas suffisamment faite. Le référencement, alors effectivement, hein, déjà, tout simplement, est-ce que l'entreprise a un site Internet? Qu'est-ce qu'il y a de disponible sur son site Internet? Ça peut rassurer, parce qu'une entreprise qui a les capacités à entretenir un site, déjà, c'est qu'elle a un petit peu de moyens quand même, et après, aller visiter permet de voir un petit peu ce qu'elle peut faire. Demander un cahier de référence, ça, c'est important également. Je sais que, par exemple, en appel d'offres public, hein, on demande souvent des références, et en copropriété, je pense qu'il faut faire cette démarche aussi pour savoir si l'entreprise sait gérer ce type de chantier. On voit, et nous on le voit, des entreprises qui ne font absolument pas du tout de copropriété, qui font plutôt des chantiers de neuf, qui répondent sur des chantiers de copropriété, et comme le disait justement Benjamin, le milieu occupé, habité par rapport à un chantier neuf, ça n'a strictement rien à voir. Donc, là aussi, vigilance, essayer de voir quel est le secteur d'activité de l'entreprise, vraiment. Ensuite, avoir des témoignages avec des contacts sur des opérations équivalentes. Et après, visiter des sites. Alors ça, je pense qu'on l'a déjà fait, nous, au niveau de notre entreprise. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait été on va dire, fortement pressenti à remporter un appel d'offres, on a tout simplement convié des membres de conseil syndical à visiter un site relativement similaire pour qu'ils voient un petit peu quelle était notre organisation. C'était un chantier qui était en cours. On a fait une visite de chantier. Voilà. C'est des choses aussi pertinentes, et je pense que la résidence qui fait cette demande et qui a une réponse favorable, c'est quand même gage de sécurité. Ça montre que l'entreprise est prête à quelque part se dévoiler. Donc, ça me semble aussi intéressant. Alors, si je peux me permettre, Aurélien, justement par rapport à ce qu'on fait en termes de partenariat avec monimmeuble.com, c'est aussi sur cette démarche-là de montrer et de parler de chantiers, on va dire, entre guillemets, exemplaires, mais qui sont des belles réalisations souvent dans des copropriétés assez importantes de la région parisienne, pour justement expliquer ce qui a été fait, les choix des copropriétaires, les budgets engagés,
partagées, les difficultés rencontrées, les solutions proposées. Donc, c'est des choses qu'on fait nous ensemble et ça participe aussi justement à la visibilité et à proposer des explications et des références pour les copropriétaires qui se poseraient des questions peut-être sur le rénov. Alors, c'est vrai que voilà, avec toi, Isabelle, mon immeuble, on fait des publications. Hein. Tu nous aides, bien sûr, dans tout l'aspect rédactionnel et je te remercie pour voilà, faire voir ce qu'on fait, tout simplement. Et je pense qu'une entreprise qui se dévoile, c'est qu'elle n'a pas peur de se dévoiler. Voilà, elle n'a rien à cacher et ça, c'est gage de confiance. Et c'est là où le contact commercial, j'en viens à cette slide, à mon avis, prend tout son sens. C'est une histoire d'hommes. Moi, je représente le groupe Lauria. Je suis fier de travailler pour cette entreprise, sinon je ne serais pas là en face de vous. Mais avant tout, c'est une histoire d'hommes et de confiance. Vous savez, quand on signe avec une entreprise, surtout nous, on va quand même ouvrir les portes, enfin faire ouvrir les portes des logements, aller à l'intérieur des logements des gens. C'est assez intrusif, mine de rien. Et si on n'est pas sûr de qui on fait rentrer chez soi, ça peut être compliqué. Et donc, le contact, c'est important. Qui vous avez en face de vous, comment le chantier est appréhendé. Donc, le contact commercial, donc quel parcours a cette personne, est-ce qu'il est réactif. Alors, force de proposition et prescription, c'est vrai que j'ai fait deux petites lignes. Et ça, Benjamin, je rebondis un peu sur ce que vous avez dit, c'est que vous avez présenté la phase de diagnostic, de programmation des travaux, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et j'ai un petit message à faire passer, c'est des fois, en tant que maître d'œuvre, on n'est pas assez sollicité, nous, entreprises, dans cette phase-là. C'est vrai que des fois, les maîtres d'œuvre ont un peu de réticence à nous solliciter en phase de prescription et pour avoir un peu des solutions techniques. Alors, parfois, vous les avez parfaitement, donc il n'y a pas de sujet. Mais je pense que des fois, une entreprise sachant dans ce domaine peut vous accompagner en phase de montage de dossier de prescription. Nous, c'est ce qu'on fait en copropriété quand ça nous arrive d'intervenir. Il n'y a pas de maîtrise d'œuvre, on fait du remplacement, je dirais, direct envers les copropriétaires. Et donc là, c'est à nous de faire la prescription complète. Et je dirais que ça, moi, je constate que des fois, on n'est pas assez sollicité pendant cette phase-là. Je comprends la réticence des maîtres d'œuvre en disant, ben ouais, mais si j'appelle telle entreprise, après, si je lance un appel d'offres, qu'elle n'est pas au bout. Voilà. Moi, honnêtement, je ne le prends pas comme ça. Aujourd'hui, nous, au niveau de notre groupe, on est experts, on est sachant dans notre domaine, on a quand même une forte expérience et on n'est pas là pour vous dire on va venir vous apporter une solution technique et derrière décrocher le chantier. Non, on est là pour travailler tous ensemble dans ce vaste chantier qui est la rénovation énergétique et il est vaste parce qu'il y a un paquet de copros encore à faire. Et on est vraiment inscrit dans cette démarche-là d'accompagnement. Oui, accompagnement en phase travaux, oui, c'est notre cœur de métier, mais accompagnement technique aussi. Voilà, donc n'hésitez pas, vous, maître d'œuvre, et s'il y en a qui nous écoutent, à nous solliciter. Le dernier point que j'ai mis, appréhension des contraintes du site. Alors ça, c'est important. Et en fait, j'ai une petite anecdote. On intervient sur une très belle résidence à Saint-Cloud, que tu connais un peu, Isabelle, parce que tu es venue faire un film là-bas il y a un petit moment. Et cette résidence, en fait, qui est un peu sur la butte de Saint-Cloud, qui est construite un peu en escalier, nous a sollicité dans le cadre d'un appel d'offres pour répondre au remplacement de menuiserie en vraiment très forte volumétrie. Et ce qui a convaincu la résidence, et j'ai trouvé ça très fort, c'est que de faire appel à nos services le Rénov', c'est qu'on a dit, Monsieur Ollinger, vous étiez le seul à visiter nos parkings. Ah bon? Et en fait, pourquoi on a eu cette démarche-là? Tout simplement, quand on déploie des menuiseries sur un site à plus ou moins forte volumétrie, c'est tout bête, mais il va falloir savoir où on va les stocker et par où on va les passer. Ça paraît très bête comme ça, et comment on va les monter, bien sûr, dans les appartements. Ça paraît très bête, ce que je dis, mais parfois, ça amène des contraintes très, très fortes au niveau de la résidence. Trouver de la place pour stocker, des fois, ce n'est pas si simple que ça. Oui, parce qu'il y a un flux de voitures, il y a un flux de piétons, il faut respecter aussi la vie des gens. Et j'avais été le seul, on m'a dit, à nous poser ces questions. Donc, surtout, l'entreprise ne doit pas omettre comment le chantier va se déployer. Il faut qu'elle se projette au-delà pour vraiment essayer de fiabiliser et de sécuriser tous ces sujets. Parce que, par exemple, quand vous montez des fenêtres avec un treuil, un treuil, ça a un coût, il faut qu'il soit
réceptionner, ça fait appel à des bureaux de contrôle, etc. Donc, il y a vraiment parfois des sujets très, très forts là-dessus. Je crois que Benjamin veut réagir. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Quant à la relation avec les entreprises ou les fabricants, effectivement, moi, dans le petit déroulé, je l'ai pas mis, mais elle se fait en amont pendant l'étude. Alors, moi, j'ai toujours eu l'habitude de fonctionner. Moi, je suis pas dans mon agence à bâtir mes descriptifs et puis balancer tout comme ça. L'idée que j'en ai, ce que j'explique aux propriétaires, c'est que moi, j'ai besoin de temps. Un immeuble ou un lieu d'intervention, il faut l'appréhender, il faut le connaître. Et moi, je suis peut-être lent, mais j'ai besoin de plusieurs fois. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est très simple. Pour un projet, je vais devoir consulter 3 à 4 entreprises. À chaque fois, c'est un déplacement sur site avec l'entreprise. Et de façon comment dire, moi, je récupère malgré tout les informations des entreprises, leur vue, leur anecdote sur tel ou tel point, ce qu'ils ont pu vivre et qui peut m'apporter des choses, effectivement. Et ça, ça j'en ai parfaitement conscience. Les acheminements, les échafaudages, parce que pour l'avoir vécu il y a fort longtemps, je sais que c'est des choses qu'il faut penser complètement à l'avance et il ne faut pas attendre que l'entreprise nous sorte la solution. Et on en discute quand on rencontre les entreprises sur le site. Donc, cet échange, il existe, il se fait pendant la consultation. Et après, moi, mon descriptif se bâtit en fonction de ce que je sais, de ce dont j'ai envie et de ce que vont m'apporter les unes et les autres entreprises. Donc voilà, ça c'est important et je suis tout à fait d'accord pour l'échange. C'est ce qu'il faut. Ensuite, alors, au niveau des menuiseries, vigilance. Alors, nous, on est fabricant français, donc moi, je mets en avant le Made in France. Je pense que ça a une importance dans la gestion aussi des problématiques SAV. J'y reviendrai un tout petit peu après. Quand vous avez des produits qui sont fabriqués, on va dire, en Europe, assez loin de la France, voire même hors Europe, on peut se poser la question de comment on va être géré la problématique d'une crémone qui va peut-être avoir un défaut et devoir être remplacée. Bon, donc, je pense que la proximité, c'est un gage quand même de sécurité. Ensuite, il ne faut pas hésiter à demander avec qui les fabricants de menuiseries travaillent, avec quel profil tout simplement ils utilisent pour se renseigner. Chaque menuisier fait appel à des gamistes, aluminium, PVC. Pour le bois, chacun fabrique ses profils, on va dire. La prescription revient aussi sur le produit proposé, c'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise soit force de proposition et vous mette en avant un produit qui soit en adéquation tout simplement avec vos besoins, avec les besoins de la résidence, que ce soit en termes d'utilisation ou architecturale, bien entendu. Pour échanger, qu'est-ce qu'il utilise en support? Est-ce qu'il y a des angles de menuiserie avec elle présente? Est-ce qu'il y a un prototype? Est-ce qu'il y a des showrooms? Est-ce qu'il y a de la documentation? Ça, c'est très, très important. Et est-ce que l'entreprise a le bon questionnement? Benjamin, quand les entreprises viennent visiter les sites, il est important des fois de se reposer les questions au niveau de la réglementation, le CPUD, le garde-corps, l'incendie, etc., qui souvent sont très bien décrites, bien sûr, dans les descriptifs. Mais l'entreprise peut avoir, et elle est responsable de tous ces sujets. Souvent, l'écueil qui est fait dans les copropriétés, quand il y a des remplacements qui sont faits un peu comme ça, je dirais individuellement, c'est bien souvent la norme garde-corps qui n'est pas respectée. Et ça, on le voit très fréquemment, nous. Par exemple, vous posez une fenêtre en rénovation, vous allez surélever la traverse basse, créer un appui précaire, et la distance au garde-corps sera plus conforme. Eh bien, un bon nombre d'installateurs font fi de ça, et ce détail leur passe complètement à côté. Il faut savoir que c'est quand même de la responsabilité de l'entreprise de voir ça. Donc, une entreprise qui passe à côté peut vraiment être mise en responsabilité. Donc, attention. Ensuite, les moyens internes. Les moyens internes, ça c'est fondamental. Donc, au niveau des différents services, service d'études des prix, service d'études techniques, est-ce que l'entreprise est en capacité à réaliser des plans qui sera soumis à l'architecte du projet pour validation, notamment? Je pense que ça, c'est important. Est-ce qu'il y a de la recherche et du développement, du marketing, ce qui peut asseoir quand même une certaine force de l'entreprise, parce que tous ces services-là, notamment marketing, ça coûte à une entreprise, donc ça participe à la solidité financière. Ensuite, pour répondre à la question des volumes, vous l'abordiez notamment, Corinne,
Effectivement, quand on aborde des gros chantiers, un artisan va être limité en capacité, clairement. Et il faut se faire une idée des capacités de l'entreprise en question. Nous, quand on est consulté des fois sur des déploiements là, on a un très gros chantier à Orly, il y a 2700 fenêtres. Il était évident qu'il ne pouvait pas faire affaire avec un artisan local. Donc, il faut vraiment mettre ça en concordance. C'est important et poser clairement la question de la capacité à réaliser le chantier, tant industriel qu'après au niveau des effectifs, du groupe, du suivi de chantier. Alors, le suivi de chantier, j'ai mis en exergue le nombre de conducteurs de travaux, chefs de chantier. Ça, c'est fondamental parce qu'au niveau des fenêtres, comme je le dis, vous pouvez avoir une très belle fenêtre, si elle est mal posée, de toute façon, ce sera une catastrophe. Donc, l'équipe d'installation et l'équipe de suivi de travaux, c'est vraiment la clé, comme le disait très justement Benjamin. Et ça, il faut vraiment savoir qui ils sont, ne pas hésiter à demander à la rencontrer même avant, pour juger un peu de leurs compétences. Et parfois, on fait aussi des rencontres avec nos équipes d'installation et les clients. Voilà. Donc, l'approvisionnement, on en a parlé rapidement. Et ensuite, je dirais, et là, je prêche peut-être un petit peu pour ma paroisse quand même, mais je pense que c'est aussi un gage de qualité, c'est d'avoir au niveau d'une entreprise de menuiserie, une entreprise qui fasse le plus possible la fabrication et la pose. Moi, je suis parfois appelé par des clients qui me disent, mais moi, j'appelle mon installateur, il me dit, bah non, c'est pas moi, c'est le fabricant. Et en fait, il y a un jeu de ping-pong de responsabilité qui se fait. Donc, ça peut être compliqué à gérer. Donc, je pense que pour moi, c'est un gage de qualité, sachant que une entreprise qui est fabricante comme la nôtre, on est audité par le CSTB, on a tout un tas d'attestations de performance, les avis techniques, des PV acoustiques, des PV AEV, des PV thermiques qu'on peut fournir parce qu'on est en capacité, bien sûr, on les a en interne vu que c'est nous qui fabriquons tout ça. Donc, ça, c'est important. Et jusqu'à la fin de déploiement du chantier, on assure cette qualité du début à la fin. Voilà. Ensuite, tout ce qui est garantie et SAV. Donc là, je vais faire un petit léger focus, on va dire. Donc, en termes de garantie au niveau des fenêtres, garantie décennale et biennale. Donc, biennale sur tout ce qui est crémol, etc. Et décennale, c'est tout ce qui est structuré, les fonctions de la fenêtre, étanchéité, à l'eau, à l'air. Ça, vigilance, effectivement, que l'entreprise ait bien toutes ces garanties. Parce qu'il faut savoir qu'une fenêtre qui fuit, ça peut rendre un logement inhabitable quand même. Donc, ça peut aller très loin, ça peut occasionner des dégradations chez les voisins. Donc, une fenêtre, c'est quand même pas neutre. Donc, attention que l'entreprise soit bien assurée. Nous, au niveau de nos installations, et pour assurer un parfait suivi aussi du chantier, on fait la réception des ouvrages installation après installation. C'est-à-dire qu'on fait signer des tickets d'intervention après chaque intervention. Et ça aussi, je pense que c'est gage de sérieux et de qualité parce que quand on fait un gros chantier, il peut arriver qu'il y ait des réserves, un réglage à faire, une vitre qui soit rayée, qu'il faut recommander. Eh bien, nous, on a un processus très structuré qui permet de suivre vraiment le chantier, logement à logement, fenêtre à fenêtre, pour être sûr qu'à la fin du chantier, il ne reste aucune réserve. Donc ça, c'est quand même très, très important. Et ensuite, on a un service SAV dédié. Alors, au niveau de notre service SAV, et ça, il ne faut pas hésiter aussi à poser la question, comment ça se passe? Parce que ce n'est pas parce que le chantier est réceptionné qu'il peut y avoir quelques problématiques après. Comment vous êtes structuré? J'ai un problème avec ma fenêtre, j'ai un problème avec mon volet roulant. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Et ça, c'est très, très important d'avoir une entreprise qui soit structurée, qui ait des numéros dédiés, une procédure dédiée pour régler les problèmes de SAV. Puisque sinon, s'il n'y a pas ça, vous savez très bien que la demande elle va s'allonger dans le temps et la problématique sous un mois ne sera peut-être parfois pas réglée. Donc, il faut savoir que chez nous, on a structuré le service, on a un service SAV avec une procédure dédiée et on remet un dossier d'entretien. Donc ça, c'est pareil, c'est des questions que vous pouvez poser quand vous rencontrez les entreprises pour faire un choix d'entreprise. Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez mis en place? Présentez-moi votre procédure SAV. Ça, c'est très important. On a mis en place ça avec un livret dans lequel on montre aussi le bon usage, le bon entretien des fenêtres, en 6 étapes, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, tout ça, c'est remis au client à la fin.
Donc, je dirais que parfois, ça peut être du bon sens, mais je pense que c'est important de remettre ça et de le rediffuser à tous les copropriétaires. Et après, avant tout, moi, je pense qu'il faut aller voir les entreprises, solliciter-les, demander des rendez-vous pour aller dans leurs locaux. Voilà. N'hésitez pas à aller à leur rencontre et ne vous arrêtez pas à un choix, je dirais, ou à un rapport d'analyse, parce qu'on sait très bien que ça marche comme ça. Après ce rapport d'analyse, faites des entretiens, faites des rendez-vous qu'on peut appeler de négociation si vous voulez, mais voilà, il faut du contact humain. Et il faut que vous sentiez, il faut sentir aussi les choses, voilà, avec la personne que vous avez en face de vous. C'est comme ça qu'on l'aborde. Voilà pour ma part, j'en ai à peu près fini. Je ne sais pas s'il y a des réactions et merci. Il y a des petites questions ici ou là dans les questions et réponses. Si tu veux bien nous enlever ton partage d'écran, Ah oui, Aurélien, comme ça on te verra mieux. Hop. Voilà, on vous verra mieux tous. Donc effectivement, alors peut-être pour revenir pour Jean-Michel sur le rôle sur le rôle du conseil syndical. Est-ce que c'était bien, je ne sais plus si c'était Jean-Michel, bon, enfin bref. Est-ce que au final, c'est bien le conseil syndical qui va pouvoir prendre la décision? Est-ce que le conseil syndical peut mettre en place une grille de décision ou est-ce que c'est par exemple l'architecte qui va mettre en avant les points forts ou les points faibles de l'entreprise, de chacune des entreprises, ou est-ce que l'architecte va de lui-même proposer une entreprise? Donc, c'est des questions que se posent plusieurs de nos participants en fait. Alors, qui veut bien répondre par rapport à ça? Alors, moi, je pense, peut-être pas répondre, mais réagir tout du moins. Je pense que le client final reste la copropriété, hein, qui est représentée par son conseil syndical. Maintenant, je pense que s'ils font appel à un architecte, hein, voilà, il faut faire confiance aussi à l'architecte, à son analyse, à son ressenti d'entreprise, parce qu'il va être là quand même pour suivre un chantier. Je sais que les architectes ne veulent pas forcément travailler avec telle et telle entreprise parce qu'on a eu des mauvaises expériences aussi. Donc, je ne pense pas qu'il faille tordre le cou à un architecte. Ce n'est pas la bonne solution, je pense. Et il faut que ça se fasse tout simplement en concertation. Après, sur le choix, oui, pour moi, ça restera quand même le conseil syndical le dernier choix, mais il faut que ce soit en concertation et avec l'architecte. Et après avoir, et comme je le répète, échanger avec deux ou trois entreprises qui sont en shortlist, tout simplement. Alors, Benjamin, tu veux peut-être compléter la réponse d'Aurélien? Pour être très clair, le choix de l'entreprise, il relève, au-delà de quelques milliers d'euros, il relève d'une décision de l'Assemblée générale. Donc, ce n'est pas le conseil syndical qui choisit. Il est force de proposition, il peut donner son avis, il est consultatif. Le conseil syndical s'est réuni et a considéré que c'était cette entreprise qu'il fallait retenir, c'est tout à fait valable, mais au final, le choix revient à l'Assemblée générale des copropriétaires selon un vote majoritaire. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, il y avait une question que j'avais répondu en direct. Il n'y a pas de modalité de consultation d'entreprise, je dirais, selon une forme officielle. Le syndic a juste l'obligation de faire une demande de trois devis, guère plus. Et s'il n'en obtient que deux, ben, il n'en obtient que deux. C'est tout ça. Enfin, l'objectif, il est qu'il y ait une concurrence, mais il n'y a pas de forme préétablie. Alors, bien entendu, dans la plupart du temps, les copropriétés sur des projets un peu importants font appel à des architectes, justement pour faire tout ce travail de consultation et de proposition d'entreprise. Après, l'architecte, lui, c'est pareil, ce n'est pas lui qui choisit, il a force de proposition. Dans le résultat d'appel d'offres, si tout le monde est à égalité, moi, enfin, égalité en termes de qualité, de compétences, etc. Le dernier critère, c'est le coût, le montant des travaux. Donc, moi, j'ai tendance à dire autant choisir à qualité égale l'entreprise la moins chère, la plus économique.
Donc ça, mon conseil généralement, il est celui-là. Après, quand je ne connais pas, parce que parfois on me soumet des entreprises que je ne connais pas et avec lesquelles je n'ai pas pu approfondir leur façon de travailler, effectivement, j'ai parfois, malgré toutes les garanties qu'il peut y avoir, j'ai parfois quelques réticences. Et très souvent, je suis suivi par les copropriétaires qui disent bon, bah, il vaut quand même mieux que ce soit l'entreprise que l'architecte connaît parce que, et ça, c'est ce que je dis systématiquement, l'entreprise idéale, la moins chère, la meilleure, etc., parfaite, ça n'existe pas. Un chantier, c'est un peu une bataille qu'on va commencer, qu'on va mener, qu'il faut gagner. On n'a pas le choix, mais avec des hauts et des bas, avec les entreprises. Et comme je dis toujours, moi, les entreprises que je connais, celles avec qui je travaille régulièrement, ce ne sont sûrement pas les meilleures. Mais ce que je sais, ce sur quoi je peux m'engager, c'est que ce sont des entreprises qui vont aller jusqu'au bout de la prestation, qui ne vont pas nous lâcher au milieu du gué, qui ont les compétences pour pouvoir, parce que personne n'est à l'abri de commettre une erreur, ni moi, ni l'entreprise, mais on sait qu'on va pouvoir se rattraper et aller jusqu'au bout. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'architecte a la possibilité de récuser des entreprises. De dire, moi, telle entreprise, je ne veux pas travailler avec elle. Alors, pour des raisons qui doivent être explicitées et valables. Alors, soit pour des raisons objectives, parce que l'entreprise n'est pas qualifiée, parce qu'elle n'est pas au prix du marché, ou alors parce qu'on a eu un différend avec cette entreprise qui a mal fini. Quelqu'un, on ne va pas exposer le cas, mais on peut l'exposer de façon plus discrète, soit au syndic, au conseil syndical, pour expliquer pourquoi on ne veut pas aller avec cette entreprise. Voilà. Et moi, je peux très bien dire oui, je ne veux pas travailler. Et alors là, moi, j'ai un cas de figure justement qui se pose dans un immeuble, dans une copropriété, qui est un peu compliqué. Je dois être le 4e architecte qui intervient pour un gros projet de ravalement. Moi, j'ai proposé une solution en rénovation énergétique, alors sans changer les fenêtres, parce que ça je n'ai pas réussi à obtenir ça. Et puis tout le monde a plus ou moins déjà changé ses fenêtres, mais faire une isolation thermique qui est obligatoire au terme de la loi. C'est quand même assez incroyable que la loi qui oblige à embarquer l'isolation thermique lors de gros travaux de ravalement, elle est à peine connue et on ne sait pas que c'est obligatoire depuis 2017, sauf dérogation à mettre en place. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de dérogation possible. Donc, j'ai proposé ça et j'ai fait un appel d'offres et j'ai vu arriver, une fois que l'appel d'offres a été rendu, le syndic m'a fait parvenir 3 devis réalisés par d'autres entreprises que je ne connaissais pas et qui ne répondaient pas, qui n'ont même pas donné mon cahier des charges pour qu'elles répondent. Elles ont fait leur devis à leurs mains. Bon, il y a des entreprises qui étaient à peu près équivalentes à ce que j'avais fait. Bon, mais je ne la connaissais pas. Et les autres n'avaient pas du tout répondu sur mon descriptif et arrivaient à des coûts, mais je ne mens pas, 2 fois moins cher. Donc, on m'a demandé d'analyser, donc j'ai remis sur le métier l'ouvrage et donc j'ai analysé, j'ai fait les recherches au niveau de société.com, InfoBref, etc. Il y a aussi une chose dont je n'ai pas parlé pour connaître les entreprises, il y a le bouche à oreille et le réseau. Bon, moi je suis parti, comme on a dit au début, de la compagnie d'architectes de copropriété, donc une association, on est 130 architectes, presque une bonne centaine sur Paris. Bon, c'est clair, hein, quand il y a une entreprise qu'un confrère ne connaît pas, il poste une demande et dit est-ce que quelqu'un connaît cette entreprise? Vous avez des référents, etc. Alors, des fois, tout le monde, il y en a plein qui disent on travaille avec elle, c'est très bien, tout va bien, etc. D'autres vont dire surtout pas, n'y va pas, ou on dit on ne connaît pas du tout, inconnu au bataillon. Bon, voilà. Et tout ça, c'est tout à fait confraternel et ça permet de se faire un peu une idée sur l'entreprise. Et donc, voilà. Alors, c'est pas des choses. Benjamin, il est déjà 18h30, hein, donc je voudrais quand même qu'on puisse conclure pour nos participants qui… Dans le choix, effectivement, quand oui, juste pour finir l'anecdote, et là, je reçois un mail du syndic qui me dit on va voir l'Assemblée générale. On met les entreprises que vous avez convoquées, une qui était le meilleur rapport qualité-prix, et puis les 2 autres que j'avais plus ou moins récusés.
Et on me dit, mais si choisissez là, vous suivrez les travaux. J'ai dit non, j'irai pas. Donc voilà, dans quelle situation? Il y aura l'Assemblée générale courant novembre. On m'a dit, vous viendrez passer à l'Assemblée. Oui, je vais venir à l'Assemblée générale. Mais ce qui va se passer, c'est qu'ils ont voté pour une entreprise. Mais j'en dis bravo, vous avez économisé ces 500 000 euros, ils passent à 250 000, et plus les honoraires d'architecte, parce que je ne suivrai pas ce chantier. Le connaissant Bon. l'entreprise et voyant que les prix n'étaient pas du tout. Eh ben, c'est une anecdote importante et qui permet un peu mieux de comprendre la responsabilité de l'architecte, hein. Voilà, parce qu'il engage sa responsabilité, donc il n'a pas forcément envie de travailler avec une entreprise qu'il ne soutient pas, qu'il ne cautionne pas. Corinne, bon, peut-être quand même, tu pourrais bon, on est un peu en retard, mais c'est pas grave. Tu sais, on a l'habitude d'être en retard. Est-ce que bon, suite à la présentation d'Aurélien, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, un commentaire à faire? Les messieurs ont été extrêmement complets et non, je pense Bon, que tu pourrais non, peut-être aussi rajouter une petite anecdote, puisque bon, on est dans l'anecdote là maintenant. je suis pas sûre d'en avoir comme ça. Ah, Non, simplement de préciser, parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de travaux lourds et je pense qu'il faut faire vraiment le distinguo, parce que quand on parlait de qui valide, AG, conseil syndical, à partir du moment, je crois qu'il y a une règle, je pense que les ateliers juridiques doivent le confirmer, que les travaux sont des travaux de maintenance un peu urgents. À ce moment-là, la validation du conseil syndical suffit et évite de reporter. En ce moment, les copropriétés vont prendre des hausses de prix d'énergie quand leurs contrats bloqués vont être finis, extrêmement importantes. Donc attention au surformalisme et à la c'est-à-dire, c'est pas en prenant 10 devis et en faisant une décision en AG où on s'étripe pendant 3 heures qu'on va valider des travaux relativement simples et qui ne sont pas à discuter. C'est-à-dire le travail, je pense que le conseil syndical a un vrai rôle, souvent des gens qui savent de quoi ils parlent, sont très investis, représentent assez bien leurs copropriétaires et cette instance, pas sur les travaux lourds, il y a une obligation de passer en AG, mais je pense que sur des travaux comme ceux qu'on fait, qui ne sont pas discussables, qui sont décorrélés de démarches de rénovation globale, souvent on intervient parce que il n'y a pas photo, hein, les réseaux sont, l'isolation est dans un état tellement lamentable qu'il y a presque urgence à la changer. Le conseil syndical suffit. Donc, je pense qu'il y a un vrai distinguo entre la coordination sur des gros travaux avec des choix d'entreprise, avec la mise en concurrence, des gros descriptifs. Ça, c'est vraiment le métier très bien décrit par Benjamin et Aurélien. Et après, il y a les opérations plus simples où finalement, ceux qui font le travail, mais en méthode raccourcie, qui a été décrit, c'est finalement l'entreprise qui fait le clé en main parce qu'elle est spécialiste de son lot et qu'elle n'est pas connectée avec d'autres sujets complexes comme ceux qui ont été décrits. Mais sinon, le reste, 100% en phase avec ça. Il faut trouver les bonnes entreprises, se renseigner. Je pense que tout a été dit et je souhaite bon courage aux gens qui nous écoutent pour faire les bons choix sur leurs prochaines échéances. Voilà. eh ben, oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'on a fait cet atelier, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de questionnements. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions parce que bon, moi je les avais un peu listées et bon, c'est vrai que là on était plus dans les présentations parce que c'est bon, il y a des choses à dire, c'est un peu complexe, il faut être plus dans la précision. Donc on a un peu listé et inventorié les démarches. Alors on va demander à chacun peut-être le mot de la conclusion parce que j'aime bien faire ça et puis comme ça permet aussi des fois si on a envie de dire quelque chose très rapidement de le glisser et puis de saluer bien sûr toutes les personnes qui sont restées avec nous jusqu'au bout. Voilà. Bon, alors un petit tour de table très rapide puisqu'on est légèrement en retard. Donc Benjamin, peut-être le mot de la fin. Oui. Très rapidement, pour vous dire que la compagnie d'achat de copropriété est intervenante sur plusieurs salons. Le salon du patrimoine, donc c'est à la fin du mois, la 28, 29 jusqu'au 30 octobre. Donc, vous pouvez nous voir, vous pouvez nous voir, nous architectes, plus tous les métiers d'art, on voit des choses magnifiques. Donc, c'est une
une belle sortie. Et présent également les 8 et 9 novembre au salon de la copropriété sur un stand spécifique de la compagnie, mais je serai aussi présent pour assister Isabelle sur le stand de mon immeuble. Oui, et puis je crois il y aura aussi un petit stand au Salon de l'Arc pour la compagnie, il me Oui, semble. Voilà. Oui, effectivement, beaucoup de salons jusqu'à la fin de l'année, hein, ça, je confirme. Alors, Corinne, alors un petit mot de la fin. Puis, Rendez-vous au Salon de la copropriété les 8 et 9 novembre. Et pour ceux que ça intéresse, jetez un œil sur notre site internet qu'on a refondu. Oui, tout à fait. Qui permet en 10 questions justement de savoir si votre immeuble, ce qui n'existait pas encore autant que je sache, est une passoire thermique et est très consommateur ou est performant, et s'il est éligible finalement à des opérations simples telles qu'on le propose pour des économies rapides. Donc n'hésitez pas, ça permet de dégrossir. C'est ça, Corinne, il y a une petite simulation qu'on peut faire sur le site, hein, c'est ça. Exactement. Voilà. Et sinon, rendez-vous au Salon de la copropriété les 8 et 9. Voilà. Merci Corinne. Alors Aurélien, bon. Oui, ce sera un peu comme mes collègues. Hein, rendez-vous au Salon de la copropriété, on y sera. Et c'est aussi pour vous dire, voilà, allez voir les entreprises, renseignez-vous. Et soyez dans l'échange. Vraiment, moi, je pense qu'il y a des métiers qui sont de moins en moins faciles. Je pense que le métier d'architecte en est un, malheureusement. Je pense que les gens, avec la facilité d'accès de l'information, de la fausse information qu'on trouve sur Internet, se disent sachants dans tous les domaines et finalement ne maîtrisent pas les choses. Et je pense qu'il faut laisser chacun dans son domaine de compétences et essayer de faire confiance aux gens. Alors, ce n'est pas facile, évidemment, hein, parce qu'on voit des fois des dérives. Et pour ça, ça passe avant tout par aller voir les architectes, aller voir les entreprises, aller voir des prestataires, renseignez-vous, allez sur les salons. C'est comme ça que vous serez, je pense, convaincu de votre choix. Je reste persuadé que le monde de la rénovation du bâtiment reste une histoire d'hommes et de femmes, et de plus en plus de femmes, et j'en suis ravi. Et voilà, et c'est un monde d'échange avant tout. Voilà, donc je pense qu'il faut baser tout ça sur l'humain avant tout, ne pas le mettre de côté. Eh ben, je crois qu'on est tous d'accord pour ces belles paroles, Aurélien, parce que nous, c'est ce qu'on met en avant justement dans le cadre de ces rendez-vous, c'est la proximité, c'est de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir vous voir, d'échanger avec vous, d'échanger tout au long de l'année par le biais de contenu, de rédactionnel, d'interviews, d'avis d'experts. Tout ça, vous le retrouvez dans notre chaîne YouTube, dans nos pages, sur les plateformes de podcast également. Donc, je rappelle que nous mettons aussi en ligne des audios sur toutes les bonnes plateformes, que ce soit les Spotify, les Deezer, les Apple Podcasts, les Google Podcasts, etc. Donc ça, c'est très important. Et puis, bien sûr, les salons, parce que le présentiel, les salons, vous prenez de votre temps pour répondre, pour montrer aussi, puisque c'est aussi des showrooms souvent, on montre les produits, on explique les produits, on détaille un petit peu les process. Et donc ça, c'est très, très important. Et puis, c'est des lieux de rencontres incontournables. Donc, si c'est une fois dans l'année, 2 fois dans l'année, 3 fois dans l'année, c'est surtout des événements à ne pas rater. Donc, on recommande bien sûr à tous ceux qui nous écoutent, dans la mesure où ils peuvent se déplacer et venir sur Paris, d'être présents à ces salons. Nous-mêmes, on ira aussi dans le sud. Là, on va début décembre, on ira cette année au salon Solucop qui se trouve dans la région Côte d'Azur. Et donc, on fait l'effort aussi, nous aussi, de nous déplacer. Hein. Donc, c'est important d'aller aussi un peu en région. Et puis, on fera d'autres déplacements courant 2023. Donc, pour ceux qui sont sur la région niçoise, voilà, vous pourrez aussi nous voir et ça sera aussi un beau moment d'échange. Et puis, donc, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Donc, pour ceux qui participeront à l'atelier compta, je vous dis à jeudi matin.
Et puis pour tous les autres, on se retrouve très bientôt dans les pages de monimmeuble.com. Je vous salue, je vous remercie de votre fidélité et puis toujours de la qualité des interventions de nos partenaires. Voilà, je ne m'en lasse pas et j'espère que vous reviendrez bien sûr très vite nous voir les uns les autres. En tout cas, on retrouvera votre actualité dans nos pages. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Merci, bonne soirée. Au revoir.